des sirènes envoyées depuis la bande de Gaza. Avec moi en plateau, Myriam Shermer, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes avec nous, Nitza Farkash, du collectif Arrive On à Réveillé. On va en parler dans un instant. Et Mickaël Darmon est avec nous depuis Paris. Bonsoir à vous, Mickaël. Merci d'être avec nous ce soir. Arrive On à Réveillé, c'est quoi? Ça s'appelle en hébreu le 4e trimestre. C'est un mouvement citoyen apolitique. Il a été créé depuis un moment, depuis 2019, et il appelle les citoyens de toutes les tendances politiques, religieuses, de toutes les cultures à rédiger des consensus pour Israël, à parler des thèmes qui nous opposent parfois, comme le sionisme, le judaïsme, la démocratie, l'islam, etc. Le but, c'est de se tendre la main, le but, c'est de discuter. Pourquoi ça s'appelle le 4e trimestre, Nitza Farkash? Waouh. Eh bien, le 4e trimestre exprime une période, les premiers siècles de vie d'un État, et notre mouvement a été créé au 75e anniversaire d'Israël, donc c'est notre 4e trimestre du siècle. Il y a eu 2 fois un État souverain, le royaume de Salomon et le royaume de Shlom Tzion. 2 fois, c'est au 4e quart, après 80 ans d'existence, que ces souverainetés sont tombées. Nous avons une 3e occasion. Pour la 3e fois, nous avons un royaume d'Israël sur la terre d'Israël. On s'est demandé quelle chance nous avions cette fois-ci d'arriver pour la première fois au 100e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Vous en doutez? Vous pensez que ça pourrait ne pas arriver? C'est ce qui vous a poussé à vous investir dans ce collectif? Écoutez, les 2 précédentes fois où nous sommes tombés, c'est à cause de conflits internes. Et ces dernières décennies, en Israël, on voit une tendance croissante de manque de confiance des citoyens dans l'État, on le voit dans tous les sondages, et un manque de confiance entre les divers secteurs de la société, une polarisation affective très importante. C'est un danger existentiel, et on l'a déjà dit, en 2019, alors, il n'y avait pas de réforme juridique, il n'y avait pas encore de guerre, et pourtant, la polarisation parmi les gens allait croissante. Et on n'arrive pas à se mesurer aux questions et aux défis les plus importants de l'État d'Israël. Nous sommes occupés à nous disputer plutôt que chercher des solutions. Et à mon avis, on a vu déjà à l'époque que c'était un danger existentiel véritable. Alors l'idée de base du 4e trimestre de Arrive On à Réveillé, c'est de se dire qu'on a plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Est-ce que c'est vraiment vrai, ou est-ce que c'est une histoire qu'on aime à se raconter pour se rassurer? Franchement. Il y a des recherches qui le prouvent, que la polarisation idéologique va se réduisant. Je me souviens quand j'étais jeune, on se battait pour le Golan, on va rester avec le Golan ou bien on allait faire un accord avec la Syrie. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus sujet à débat. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à des points centraux qui montrent que nous ne sommes pas si différents. On ne pense pas tous la même chose, mais de manière générale, la majorité des citoyens d'Israël aiment l'État d'Israël, on veut un État juif, démocratiques, qui aiment leur tradition. Et quand il y a la guerre, tout le monde va s'enrôler à l'armée et peu sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas le faire. Nous avons des valeurs communes, mais comme nous sommes occupés à une politique identitaire, à quel groupe appartiens-je? Quand on m'identifie, quand on me voit, tout le monde sait quelles sont mes opinions, quelles sont mes idées, et me disent vous êtes une messianiste, vous êtes fasciste, vous êtes... Bref, tout le monde sait définir l'autre sur ces bases. Mais en réalité, on ne se connaît pas réciproquement. Si nous ne dialoguons pas, nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes d'accord sur beaucoup de points. Nous comprenons qu'on ne pourra pas vivre pas ensemble ici. Nasrallah a des documents qu'on a trouvés chez... שקודם כל אנחנו נתפרק מבפנים. זה כתוב על דף. נסראללה מבין את זה, וסינואר מבין את זה, ואנחנו
Alors, on a un problème avec la traduction, donc je vais terminer votre traduction. Nasrallah qui a défini sur ses papiers et le Hamas également de son côté comment nous détruire, en nous détruisant de l'intérieur, en nous laissant ensemble nous disputer. Et c'est leur stratégie aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien comprendre, je vais revenir vers vous, Nitsa, dans un instant, mais j'aimerais bien comprendre fondamentalement comment se passent vos réunions. Est-ce que ça crie dans tous les sens? Est-ce que c'est très israélien? Est-ce que c'est très émotionnel? Ou est-ce que vous arrivez à avoir un débat rasséréné, calme, où chacun s'entend, chacun peut se comprendre malgré les différences et arriver à trouver, parce que c'est quand même le but, des solutions? D'abord, il y a des cris, on est israéliens, donc on crie, bien sûr, et on est tous enthousiastes, et c'est aussi important pour nous tous, et c'est très émotionnel. Ce sont des choses qui touchent tout le monde, et oui, nous discutons, nous crions, et parfois, nous pleurons ensemble, parce que c'est tellement dur, c'est tellement frustrant, comment réussir ensemble, il y a des différences entre nous, comment pourrons-nous travailler ensemble? Je ne peux pas dire que ce soit facile, mais nous savons qu'il n'y a pas le choix, et parfois, nous écrivons ensemble des documents sur l'histoire israélienne commune et parfois nous nous battons pendant une demi-heure, on s'engueule sur un mot et qu'est-ce que veut dire ce mot pour lui ou pour l'autre, et voilà. C'est intéressant parce que Michael, en préparant cette émission, vous disiez que finalement c'était notre essence de nous disputer sur un mot, et c'est pas si grave que ça, faut pas qu'on en fasse non plus toute une histoire, et c'est pas plus mal. Oui, c'est vrai, le paradoxe, c'est que, comme il est dit, effectivement, sur ces rappels historiques des royaumes ou des souverainetés d'Israël qui sont tombés à cause des divisions internes, en réalité, à côté de cela, ce qui fait je dirais la trame de la capacité donc, de ce peuple à continuer à fonctionner, eh bien c'est justement la discussion. C'est la friction organisée à l'intérieur même du Talmud, qu'on a souvent évoqué comme étant cette vitalité du débat qui justement et cette liberté donne cette liberté intrinsèque chez les Juifs. Et c'est vrai que quand on est dans ce débat, cette disputation talmudique permanente, où d'ailleurs il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas de troisième voie, on dit que la contradiction doit rester comme elle est, en réalité c'est aussi ce qui fait nation, c'est ce qui a fait société pendant très longtemps, pour reprendre le jargon politique et médiatique français. Donc en fait c'est intéressant parce que la question qui se pose depuis donc les nouvelles tensions internes depuis la réforme judiciaire, c'est au fond est-ce que ce pays va quitter la démocratie, va s'éloigner de la démocratie? Or, en réalité, la liberté d'un peuple se mesure à sa capacité et sa légitimité à interpréter. Et sans interprétation, il n'y a pas de peuple juif, puisque la discussion, l'interprétation est absolument constitutive. Donc de ce point de vue-là, c'est paradoxalement un bouclier, le fait de pouvoir continuer à discuter. La grande différence, au fond, avec les établissements des précédents royaumes et des précédentes souverainetés juives sur la terre d'Israël, c'est que depuis 1947, c'est aussi, et c'est pas anodin, c'est la communauté internationale qui a aussi permis et qui, malgré toutes les tensions, les dissensions que l'on connaît, veille aussi à ce que l'État moderne, démocratique d'Israël, né en 1947 et en 1948, puisse continuer à perdurer. Donc c'est aussi une différence, mais c'est vrai que je pense que la disputation talmudique, paradoxalement, si on continue à lui donner tout son dynamisme et son côté positif, eh bien c'est ce qui permet donc de pouvoir continuer à faire fonctionner cette société. Myriam, une réaction peut-être à ce que Michael a dit, mais à ce que Nitsa fait au quotidien à l'intérieur de Rivon Revi. D'abord, j'ai envie de retenir que Nasrallah, il comprend très bien, peut-être mieux que nous autres Israéliens, qu'en fait, si on lit entre les lignes de ce qu'il écrit, c'est que quand on est unis, on est imbattable.
Déjà, donc il comprend bien que vaincre l'État d'Israël, ça passe par séparer les Israéliens les uns des autres. Déjà d'une chose. D'autre chose, là où je rejoins Michael, et je pense que c'est ce que fait très bien ce mouvement-là, c'est en fait notre rapport à la discorde qui est compliqué. C'est-à-dire que le fait que ce soit dans l'ADN de la culture israélienne et juive d'être tout le temps dans l'interprétation et la discorde, etc., très bien. Et il faut le dire et il faut le répéter, c'est fatigant, c'est épuisant, mais c'est un conduit vers l'excellence. C'est comme ça qu'on crée l'excellence juive, scientifique, technologique, etc. C'est pas avec la pensée unique. Le 7 octobre, c'est la pensée unique au sein de l'armée, d'accord? La pensée unique, ça crée des échecs. Donc la Startup Nation, tout l'ADN israélien, il est basé sur le fait que justement on ne s'entend pas et c'est des atomes qui comme ça qui se rentrent dedans les uns des autres. Le problème, c'est qu'on a un rapport hystérique, pardonnez-moi l'expression, à la discorde. C'est-à-dire que je dis toujours, c'est comme une Madeleine de Proust dans le peuple israélien, cette idée d'une unité jadis et aujourd'hui perdue, alors que quand on lit la Bible et la Torah, on comprend très bien que notre histoire n'a jamais tellement été unie. La Bible, c'est une longue histoire d'échecs à ce titre-là, de volonté d'être extrêmement unis, comme une famille névrosée juive classique, voilà, qui a qu'une envie, c'est d'être ensemble et qui passe son temps à se déchirer. Mais le problème, c'est que la différence et les écarts, c'est la nature humaine. Et c'est ce qui conduit à l'excellence. Sauf que nous autres juifs, on dramatise ça et en fait, on en vient à être fâchés par le fait qu'on n'est pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Alors en fait, c'est tout ce qui fait notre force. Oui, et si vous voulez, le problème, il vient du fait qu'on en veut aux autres de ne pas penser comme soi et ça devient le sujet plutôt que le sujet de valeurs ou de politique sur lequel au départ on n'était pas d'accord. On va laisser réagir Michael et puis ensuite on reviendra vers Nitsa. Michael, une réaction rapide à ce qui vient d'être dit? Oui, ça sera très, très rapide parce qu'en fait, d'abord pour prolonger ce que vient de dire Myriam et pour préparer d'ailleurs ce débat, eh bien moi j'ai retrouvé une citation qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé de l'écrivain et poète Edmond Jabès qui dit n'oublie pas que tu es le noyau d'une rupture. Et je pense que quelque part ça résume le sujet. Ça résume exactement ce dont on est en train de parler. Nitsa, racontez-nous. Comment ça se passe quand vous devez aborder, je ne sais pas moi, un sujet qui pourrait être celui de la réforme judiciaire qui vous avait agité avant le 7 octobre peut-être, être un État démocratique et être un État de juifs, et non pas mais être un État juif. Ces sujets-là, comment on l'aborde quand on a autour de nous des bédouins, des musulmans, des religieux, ashkénazes, séfarades, des laïcs, de toutes les couleurs et puis toutes les origines? Je choisirais de parler de quelque chose qu'on a fait pour ce qui est de l'enrôlement des ultra-orthodoxes quelques mois après le début de la guerre. On a tous compris que ça deviendrait un sujet central et ce qu'on a vu jusqu'à présent ne pourrait pas continuer. Et c'est un sujet, et c'est une bombe à retardement. Et donc on a pris des activistes de notre mouvement, le dernier quart, des orthodoxes de Bnei Brak, de Jérusalem, même un chef d'école talmudique parmi d'autres, et avec un groupe de réservistes qui se sont battus à Gaza depuis les commandements les plus bas jusqu'au plus haut, tous réunis autour d'une table pour trouver une solution. Que faire? Et en quelques réunions difficiles, douloureuses, avec beaucoup de colère, beaucoup de nervosité, en fin de compte, on a écrit une proposition qu'on a envoyée aux députés, proposition par étape pour enrôler les ultra-orthodoxes sans porter atteinte à ce public, pour préserver ce qui est important pour eux, mais qui donne à Israël ce qui est nécessaire pour la sécurité. Ça a été un processus complexe où des dizaines de personnes ont travaillé et nous avons montré à nous-mêmes et à nos politiques ce qui se passe quand des Israéliens de tous bords se réunissent pour trouver une solution et savent qu'il n'y a pas d'autre option que de trouver une solution. On a réussi donc à faire quelque chose et c'est quelque chose qu'on peut faire sur tous les sujets. On le fait sur des tas de sujets. Alors vous l'avez présenté à la Knesset, aux députés. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que ça sera suivi des faits? Eh bien, nous avons présenté ceci d'abord sur Internet, on l'a envoyé un peu partout dans son environnement, pas de manière formelle à la Knesset.
Mais par exemple, on nous a appelé des ressources humaines de l'armée pour nous demander qu'est-ce que c'était. On leur a dit mais pourquoi ça vous intéresse? Et ils sont venus, un député nous a montré ce document en disant voilà la proposition, on commençait à la mettre en place. Donc on est 130 000 personnes et si les documents sont pris en considération comme cela, eh bien si on devient 500 000, comment est-ce qu'on prendra en considération des gens qui sont assis ensemble et écrivent? Les politiques veulent savoir ce que sente le public et veulent voir des résultats. Comme on avait des gens de tous bords, eh bien on arrive à de meilleurs résultats. Si tout le monde parle entre soi seulement, on n'arrive pas à des résultats qui soient acceptables. Alors par exemple, pour continuer cette métaphore que vous filez depuis quelques minutes, comment on peut faire en sorte de recevoir plus de recrues orthodoxes à l'intérieur de l'armée israélienne? Ce serait quoi vos propositions? Quelles sont-elles? Et quelles sont celles que vous avez proposées et qui ont manifestement éveillé de l'intérêt? Écoutez, je ne me souviens pas de tous les détails, mais plus ou moins nous avons dit que les orthodoxes ont peur du recrutement des jeunes parce qu'ils craignent qu'en arrivant à l'armée, ils quittent les écoles talmudiques, ne restent pas pratiquants orthodoxes. Alors on a dit, commençons par les plus âgés, les réservistes qui ont déjà quitté l'école talmudique et qui sont donc dans un recrutement de l'armée à 24 ans et plus, qui sont en préparation militaire, ce qui est le cas aujourd'hui, et ils peuvent servir en réserve. Alors on s'est dit, transformons cela en quelque chose de plus large pour recruter des personnes plus âgées qui sont déjà mariées, ont des enfants, qui sont plus stables et dont on a moins peur qu'ils perdent leur voie religieuse, et les recruter davantage pour qu'ils reviennent dans la communauté, qu'ils deviennent une norme en disant mon frère est à l'armée, mon oncle est à l'armée, mon voisin est à l'armée, et ça deviendra quelque chose de plus normal, de normatif dans la société ultra-orthodoxe. Au fil des années, on pourra construire d'autres programmes adaptés aux orthodoxes qui se sentiront plus à l'aise et ils diront, voilà, ils resteront ultra-orthodoxes en étant à l'armée. Donc faire les choses par étapes. C'est intéressant, étape par étape. Oui, complètement. Il faut le dire. Hein. Nitsa vient de le dire, c'est 130 000 personnes. Donc, une journaliste politique réfléchit en termes de mandat. Vous vous rendez bien compte que c'est tout à fait le genre de plateforme politique qu'on verra dans les prochaines élections israéliennes. On a d'autres organisations de réservistes, etc. On a Micha Goodman, par exemple, qui est un philosophe très influent en Israël. Celui qui murmure aux oreilles des politiciens, qui a écrit un livre qui s'appelle Le 8e jour, qui parle exactement de ça, qui parle du fait qu'on a mis des réservistes tous ensemble et qu'ils ont été forcés de s'entendre, etc. Donc ça correspond à un vrai besoin dans la société israélienne, qui a été renforcé par les événements des années précédentes, mais qui existait déjà depuis le début. Toute la question, c'est qu'effectivement, ça prend le système israélien, d'accord, qui est un système qui est fondé sur la politique identitaire, qui est un système qui est fondé sur un premier tour à la proportionnelle. Donc, si vous voulez, on a eu par exemple, et excusez-moi, je vais prendre un exemple français, mais on a vu au début de l'été des exemples français où aux européennes on fait la proportionnelle, donc on va chercher tous les extrêmes pour faire sortir les plus radicaux, les gens qui votent jamais, etc., les gens qui ne se sentent pas concernés par le mainstream, parce qu'on veut chercher le plus de voix. Et en revanche, un mois plus tard, aux législatives, on fait l'inverse. On veut atteindre le consensus puisqu'on est dans un système à deux tours. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On cache les radicaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous montre bien que le problème, fondamentalement, dans la politique israélienne aujourd'hui, c'est que les politiciens, ils vont dire « Ah, c'est très très bien. Mais moi, j'ai besoin d'être élu. Pour avoir mon mandat, comment ça se traduit, il faut que je parle à monsieur qui n'est pas dans cette tendance-là, à monsieur qui n'est pas dans le centre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très très bien si des gens vont venir voter pour ça. En attendant, la politique identitaire en Israël fait que les politiciens, dans les faits, j'en suis persuadée qu'ils prennent les propositions. Plein de politiciens s'entendent beaucoup mieux derrière les caméras que devant. On le sait parfaitement. On le sait parfaitement. Et le fait que 80% des Israéliens sont d'accord sur 80% des sujets, on le sait aussi. Mais la méthode fait qu'on ne se parle pas et qu'on va chercher justement la contradiction. Vous savez, et je termine là-dessus, Nathalie, vous savez qu'on dit toujours en plaisantant que on fait le plus de pubs pour les eaux minérales. Pourquoi? Parce que de l'eau, c'est de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire?
Ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait de la pub pour les différentes eaux pour vous convaincre, Nathalie, que l'évian, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose qu'un autre type d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand en fait tout le monde se ressemble, tout le monde a les mêmes propositions, on a besoin constamment de mettre en avant ces différences. Et c'est vraiment là que le bas blesse dans la politique israélienne. Alors que le Rivon Arevi met en avant ce qui nous rassemble, et c'est ça qui est intéressant. Et merci d'être venu nous l'exposer ce soir, en espérant que, comme Myriam le dit, il y aura une suite à tout ça. Myriam et Michael, vous restez avec moi. Nitza, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On marque une courte pause, on se retrouve juste après.